Ok, bonsoir à tous, bonsoir à Tierno, bonsoir à tous ceux qui sont là. On devait faire ce space-là depuis le week-end passé, mais dû à des obligations, on n'a pas pu. On va faire monter tout le monde. On va faire monter ceux qui veulent monter. Euh, mais pour le moment, on va donner la thématique. Ce space a été inspiré par deux trucs. Premièrement, l'affaire Cotradis entre Cotadis et la société Fanny Brossette. On va expliquer un peu le contexte de l'affaire et ensuite aussi les morts qui ont eu lieu à la frontière marocaine et espagnole des Africains et aussi euh, un peu la suite de tout ce qui se passe. Euh, je vais animer ce space-là avec Tierno. Euh, dans le cas dans un cadre panafricain d'abord. Voilà, c'est un space par les Africains pour les Africains pour un peu informer tout le monde des affaires qui se passent en Afrique. Euh, Tiens aussi, tu as envie de dire quelque chose Oui, oui, avant qu'on rapidement, commence. d'accord, je vais camper le débat. Je vais aussi très rapidement essayer de trouver le tweet que j'avais fait par rapport au reportage dans l'Infoca. Voilà, Nyango, vas-y, envoie le code, s'il te plaît. Envoie le truc là. Réponds, pas. Après, je vais y aller. Voilà, je vous ai collé le truc. Avant de commencer, je vais rappeler deux choses. Je vais rappeler deux choses. La première chose que je vais rappeler, c'est qu'on n'est pas là pour faire en fait une espèce de race. Voilà. C'est pas une question de traiter en fait des idéologies racistes venant du Maroc ou de quoi que ce soit. C'est pas du tout l'esprit de cette espèce-là. Ça, je tenais à le rappeler. D'un. De deux, on n'est pas là parce que lorsque j'ai fait ce tweet-là, Nyango même a pointé a campé l'espace, l'a programmé. Il y a eu pas mal du tout de commentaires qui pensaient que nous étions en fait dans une réflexion purement exclusionniste avec un Maroc dans le continent africain et puis avec une guerre entre le Maroc et l'Algérie. On n'est pas dans ce détail d'espèce-là, mais il s'agit de dire les faits. Parce qu'aussi, lorsqu'il y a des faits, il ne faut pas ne pas les dénoncer. Il faut les dénoncer, il faut les dire parce que c'est cela les faits. Je tenais à rappeler ces deux points-là pour qu'on soit tous sur les mêmes pieds d'onde et qu'on sache réellement que ce n'est pas cela l'espèce. Maintenant, il faut dire qu'est-ce qui se passe réellement avec le Maroc. Et ça, il faut le dire. Et c'est ça qui a inspiré ces espèces-là. Maintenant, c'est venu d'où? C'est venu d'un reportage qu'Alain Foka a fait sur une entreprise burkinabèse. Pour vous dire que l'idée, c'est une entreprise. Mais derrière, ce qui se cache, ce n'est pas seulement une entreprise qui est victime, mais beaucoup d'autres. Je vais en venir dans mes propos en développant. Alain Foka a pris une entreprise qui s'appelle Cotradis, l'affaire Cotradis. L'affaire Cotradis est partie du Burkina Faso avec un investisseur subsaharien burkinabé africain qui a investi dans le domaine du logistique, dans les mines et les entreprises cimentières. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cotradis? Comme j'ai dit, Cotradis, à un certain moment, a gagné un marché, un très grand marché, dans le domaine du logistique et du transport. Maintenant, il lui fallait renforcer son parc automobile. Et en faisant cela, ils ont lancé un appel d'offres d'abord, parce que je tenais à faire ça, parce que c'est extrêmement important. Ils ont lancé un appel d'offres pour dire à leurs livreurs qu'il fallait les livrer en 2 mois. Ils travaillaient avec une entreprise qui était connue, euh, qui était dans le transport, qui était dans le fourniture en fait d'engins lourds de transport. Fanny Brossette. Ouais, bon, Fanny Brossette, c'est l'entreprise ivoirienne en quelque sorte qui s'est camouflée derrière l'entreprise marocaine. Mais je viens avec l'entreprise traditionnelle avec qui ils ont travaillé, pas Iveco, parce qu'ils se sont couchés sur les véhicules de Iveco pour faire du n'importe quoi. Il y a eu 2 livreurs. Au-delà de Iveco, il y a une autre entreprise. Pas trop saisi, j'ai oublié le nom d'entreprise, vous m'excuserez. Vous avez sans doute regardé le truc. Maintenant, ils avaient dispatché ce contrat entre ces deux-là, entre Fanny Brochette et l'autre entreprise. Il s'est fait que chaque entreprise lui devait une livraison d'une vingtaine de véhicules.
Les livraisons faites par les véhicules, si je me trompe, c'est Iveco, ont été de bons véhicules. Alors que ceux qui ont été livrés par Fanny Brochette, qui a été une entreprise écran marocaine, il faut le dire comme ça, ont été en quelque sorte des véhicules bricolés, qui n'ont pas du tout respecté ni les règles du marché, ni les règles du contrat, et encore moins les règles sécuritaires. Ça, c'est la première chose. Mais pour vous dire que ce n'est pas cela qui m'intéresse, c'est tout l'arnaque qui se cache derrière ces deux entreprises-là. C'est-à-dire l'entreprise Fanny Brochette et l'entreprise qui se réside au Maroc et qui a regagné le contrat chez Fanny Brochette et qui a fait de Fanny Brochette un sous-traitant. Cette entreprise-là est basée au Maroc et c'est de cette entreprise-là qu'est parti le bricolage en fait de ces camions-là, qui, je vous le dis, a tué des familles, a tué des personnes, a tué des familles, parce qu'il a poussé une entreprise en quelque sorte à licencier pas mal de personnes, mais aussi a commis des victimes. Mais j'entre dans le fond du sujet. Qu'est-ce qui m'intéresse réellement? Ce qui m'intéresse réellement dans ce sujet-là, c'est quelque chose qu'Alain Foka a voulu dénoncer. Je vais beaucoup plus insister sur ça. C'est l'arnaque financière derrière les organisations bancaires marocaines. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que lorsque l'entreprise a compris qu'on lui a fait livrer des engins, des véhicules qui n'étaient pas du tout aux normes et qui ne répondaient pas au contrat, il a saisi des experts pour qu'ils puissent analyser réellement qu'est-ce qui se passe après des accidents répétitifs et qu'à chaque fois, les chauffeurs ne cessaient d'informer et d'alerter sur des cas très suspects et des comportements de ces engins-là. L'entreprise a pu choisir en quelque sorte des experts pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qui se passe avec ces engins-là. En retour, ils ont pu comprendre que les engins ne répondaient à aucune norme, je vous l'ai dit, ni du marché, ni du contrat, encore moins sécuritaire. Et puis, après Fanny Brochette, l'entreprise se devait dans l'obligation de rembourser à cette entreprise-là. Ils ne l'ont pas fait. Puis, ils ont fait appel. L'entreprise burkinabé, Cotradis en l'occurrence, a gagné les appels. Tous les appels pour faire un raccourci. Tous les appels. Ils les ont gagnés. Et cette entreprise-là se devait être dans l'obligation de leur rembourser de l'argent, qui était autour de plus d'1 milliard, si je ne me trompe, dans les 1 milliard 400 ou 800. Ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait? Fanny Brochette a fermé clé en Côte d'Ivoire pour déclarer faillite. Dans les moments chauds, Cotradis a réclamé qu'en Côte d'Ivoire, les banques, les fonds qui se trouvaient appartenir à Fanny Brochette soient réquisitionnés, stockés pour qu'on leur rende cet argent-là. Je pense qu'ils ont pu avoir 180 millions de francs CFA, montant qui est très peu par rapport aux 1 million 400 qui devaient leur être remboursés. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Cotradis s'est trouvé à un moment donné être en période de faillite en quelque sorte. Cotradis est allé faire une demande au niveau de la Banque africaine pour lui dire réellement ce qui se passait. Et écoutez bien qu'est-ce qui se passe là-dedans. L'entreprise va demander à 2 banques qui sont des banques marocaines, financées par des fonds marocains, qu'ils continuent à subventionner Cotradis. Maintenant, qu'est-ce que la banque africaine va faire avant cela? Il les a versés à chacun 800 millions de francs CFA et va leur demander par la suite, pour ne pas que Cotradis aille en faillite, vu les investissements qu'il a fait, parce qu'il se devait de rembourser les dettes qu'il a eues par rapport aux emprunts qu'il a fait pour pouvoir acheter ces camions-là, de continuer à financer Cotradis à hauteur de 200 millions par mois. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire derrière? Une des entreprises bancaires, une des banques
va catégoriquement refuser de faire cela pour Cotradis. Et derrière, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? On va se rendre compte que c'est cette même banque-là, qui est derrière l'entreprise qui a arnaqué Cotradis, en quelque sorte, qui lui a livré de mauvais camions. Pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement important, et Alain Foka n'a signalé que le cas Cotradis. Moi, j'en ai vu ici au Sénégal où des entreprises marocaines ont fait la même chose dans le secteur du BTP. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est-à-dire aujourd'hui, honnêtement, ce qui se passe, c'est que le Maroc a saisi qu'il y a une faille autour de notre système financier, quelque chose qui nous revient de le parfaire. Je suis d'accord. Mais ils sont en train d'utiliser les banques comme moyens et outils pour estorquer, en fait, en quelque sorte, cette communauté-là. Et ce n'est autre chose que la communauté subsaharienne. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que en volant à une communauté ou à un pays ces milliards ou bien ces millions de francs CFA, mais vous l'appauvrissez, vous lui volez ses fonds propres, en quelque sorte. Et c'est ce qui se cache derrière ces banques-là. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que derrière, Cotradis va se dire, mais cette entreprise-là qui a gagné le contrat et qui l'a sous-traité réside au Maroc. Donc, on va aller le porter plainte au Maroc. Puis, ils sont allés le porter plainte au Maroc. Qu'est-ce que le cour marocain décide de faire? C'est de leur dire que ces règlements juridiques-là ne sont pas applicables chez nous, en quelque sorte. Et pourtant, eux, leurs entreprises aillent dans les autres pays, y investissent, y gagnent de l'argent à travers ces règlements juridiques-là, en quelque sorte. Parce que mieux, Cotradis est allé gagner même le procès au sein du cours panafricain de l'Union africaine, que le Maroc s'est dit même refuser de reconnaître en fait ces règlements juridiques-là. Mais sérieusement, là, en fait, vous êtes dans quel continent, en fait? Vous êtes dans quel type de partenariat? Parce que si votre partenaire ne reconnaît pas les statuts de votre continent que vous appartenez, les statuts aussi de la communauté qui vous unit, mais quel est le sens du partenariat bilatéral? Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi moi je dis que dans la plupart de ces dossiers-là, et notamment le dossier Cotradis, pourquoi ils ont osé faire cela jusqu'au bout, et que derrière, il y a une banque qui se cache derrière, c'est que forcément, en fait, il y a l'État marocain derrière. Il faut le dire. C'est ça la réalité. Et qu'il faudrait que cela change. Cela change parce que les gens ont beaucoup plus besoin de partenaires continentaux, on est d'accord, mais aussi dans le respect, que ça se fasse dans le respect. Pour aller maintenant spécifiquement sur le cadre financier et puis surtout des banques, vous ne pouvez pas aller dans un pays en Afrique de l'Ouest où les banques marocaines ne sont pas les banques les plus fortes. C'est eux qui dominent en fait le secteur financier des banques dans ces pays-là, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina, partout. Parce que ces pays-là n'ont pas de banque centrale, on sait tous. C'est la France et tout qui manipule. Maintenant, que fait ces banques marocaines? Très souvent, ils viennent avec des taux d'emprunt extrêmement élevés. Extrêmement élevés. Où est-ce que va cet argent-là après? Ce qu'ils y gagnent en retour. Un. De deux, regardez bien comment ça s'est passé avec l'affaire Cotradis. Je vous dis quel est le système qu'ils utilisent. Vous gagnez un marché. Les banques marocaines savent que vous allez impérativement, si vous voulez vous en sortir, contacter une banque marocaine. Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est parmi les banques les plus efficaces en Afrique de l'Ouest. Ils le savent. Ils savent que vous allez impérativement contacter une banque marocaine derrière. C'est ce qui se passe en deuxième lieu. Et dès que vous contactez une banque marocaine, ça veut dire que vos fonds, en quelque sorte, se trouvent entre les mains du système marocain. Et c'est là où c'est très intelligent, en quelque sorte, le système qu'ils ont utilisé. Dès que vous contactez une banque marocaine, vos fonds se trouvent entre les mains du système marocain. Puis derrière, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je donne l'exemple. Je vais sauter le cas Cotradis et prendre l'exemple d'une entreprise ici de BTP au Sénégal, qui a subi les mêmes choses, qui allait contacter une banque marocaine, une entreprise marocaine, dans ses réalisations d'immeubles d'appartements à vendre. Et lorsque ces appartements-là ont été réalisés, la plupart des habitants qui ont acheté les appartements ont constaté
que les appartements étaient de mauvais appartements en mauvais état, rien de bon n'a été construit. Lorsqu'il a fallu recontacter l'entreprise pour lui faire revenir, il a dit niet. On est allé sur la banque pour porter plainte. La banque a refusé de céder au fonds, tout simplement parce que c'est une banque marocaine. Pour vous dire le système qui se cache derrière. Parce que c'est comme ça que se passe le prototype. Et c'est comme ça que c'est passé avec Cotradis. Ils savaient que le monsieur allait contacter une banque marocaine. Ils lui ont fait contacter une banque marocaine. L'emprunt s'est fait avec une banque marocaine. Et vous savez tous qu'il y a des règles juridiques à respecter au terme des banques. Ils allaient forcément continuer le remboursement de cette banque-là parce qu'ils vont se dire c'est complètement indépendant par rapport au marché qu'il a pu avoir avec l'entreprise ivoirienne et l'entreprise marocaine. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est ce système-là financier que le Maroc utilise. Je dis, non seulement pour ne pas respecter ses partenaires, parce que pour moi, appartenir à une communauté, à un continent, pour derrière dire qu'on ne reconnaît pas juridiquement en fait vos législations, ça c'est scandaleux, c'est catastrophique. Et que derrière vos entreprises, vos banques aillent dans ces pays-là pour gagner des projets. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut être dans une considération communautaire. La considération communautaire voudrait le respect. Et le système qu'utilise aujourd'hui le Maroc, il l'a toujours utilisé, ce système qui a toujours été là, mais aujourd'hui, les gens s'en rendent de plus en plus compte que les banques marocaines sont des banques, et généralement, observez ce que je vous dis, vous allez faire un emprunt immobilier dans une banque marocaine, vous voulez construire quelque chose, c'est eux qui vont vous suggérer en fait le partenaire immobilier. Généralement, pour ceux qui travaillent avec les banques marocaines. C'est cela qu'ils font, parce qu'ils sont toujours dans cette extorsion-là de fonds. Ils vous volent en quelque sorte. Et la prestation, en quelque sorte, des entreprises marocaines reste à désirer dans ce continent-là. Et ça, il faut le dénoncer. Moi, c'est ce que je dis qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer le système bancaire marocain, parce que c'est un système bancaire qui affame, qui vole et en quelque sorte qui appauvrisse. Parce que quoi qu'on puisse dire, Cotradis, à un moment, s'est trouvé être une entreprise avec plus de 700 employés. Et avec ce cas-là, il a été obligé de licencier jusqu'à 100 employés. Mais qui en perd? C'est pas le Maroc, c'est pas l'entreprise marocaine, c'est pas la banque marocaine. C'est l'État en tant que tel qui a perdu, et cet État-là n'est rien d'autre que le Burkina Faso. Parce qu'imaginez une entreprise où il y avait près de 700 employés. Après, il se retrouve à 100 employés. Combien de pères de famille ont pu perdre leur emploi? Combien de familles ont pu perdre leurs ressources de vie? Et quel est même l'impact que cela met sur la personne même du chef d'entreprise? Et que derrière, il y a moins, je le dis, il y a moins de le rembourser. Parce que lorsqu'on va jusqu'à ce que la Banque centrale africaine dit à ces banques-là, continuez à financer, je vais vous subventionner à hauteur de 800 millions, mais il y a moyen de le faire. Maintenant, pourquoi une banque refuse de le faire en retour? Ça, c'est scandaleux. Je ne veux pas nommer ici la banque parce que vous savez tous les conditions qui existent. Allez suivre le reportage. Mais la banque a refusé de le faire. Ils sont allés au Maroc. Le système juridique marocain a refusé de reconnaître ces législations. Et je vous dis que c'est ça le système qui se cache derrière. Le système qui se cache derrière, c'est d'utiliser un faille. Le faille, c'est quoi? C'est qu'on sait qu'en Afrique de l'Ouest notamment, il n'y a pas de banque centrale en tant que telle. Donc le système financier est un peu défaillant. Ils utilisent leur banque à leur manière, en se cachant derrière l'État marocain, parce que sachant qu'il n'y aura pas de réaction. Moi, c'est en cela que je crois l'État marocain est bien au courant du système qui se passe, parce qu'ils tirent leur profit de cela, quoi qu'on puisse dire. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont amené leur banque. Ils ont amené leur banque avec le système, dans le but d'estorquer des fonds et d'appauvrir économiquement une société. Et moi, je le dis, il faut que cela cesse en quelque sorte. Parce que c'est pas le plus souvent, et rapidement, Nyango, je vais terminer par là et après attendre les relances. Parce que quoi qu'on puisse dire, même si les États en souffrent, mais c'est les citoyens et les sociétés en tant que telles qui en souffrent en premier. Parce que ces 600
mères et pères de famille qui travaillent dans cette entreprise-là sont rien d'autre qu'une bonne frange de la société. Et après, qui se retrouvent sans boulot. Et la faute à qui? Après, vous estorquez ces fonds-là qui fait perdre de l'argent à une personne. Mais avant de faire perdre de l'argent à un État, vous êtes en train de faire perdre de l'argent à une personne appartenant à la société. Vous êtes en train de faire perdre de l'argent tout court à la société. Et il faut que ces pratiques-là bancaires marocaines cessent en quelque sorte. Et que derrière le Maroc, soit se considère comme un État en partie intégrante en Afrique, soit il se dit, moi, je ne fais pas partie de l'Afrique, je ne reconnais pas les législations africaines, je ne reconnais rien de l'Afrique. Et puis, il y va de l'autre camp où il reconnaît en tout cas les législations. Parce que vous ne pouvez pas faire partie d'un continent, d'une communauté, vous échangez, vous faites du partenariat avec, moi je le dis, hein, tout le message qui est en train de lancer le roi Mohamed VI, notamment dans l'ouverture et dans le panafricanisme, en recrutant notamment beaucoup de jeunes Africains subsahariens dans beaucoup de secteurs de travail marocains, et après qu'on voit ces comportements-là se produire. C'est scandaleux, c'est désastreux en quelque sorte. Maintenant, soit vous reconnaissez pleinement ce qui se passe dans ce continent-là avec les législations, mais soit vous ne les reconnaissez pas. Et puis les gens aillent chercher d'autres partenaires. Voilà, en quelque sorte, il s'agit de cela, de dénoncer certaines pratiques qui est en train de faire le Maroc. Nyango, moi, je m'arrête là pour le moment. Et puis je te laisse la parole. Oui, merci. Merci d'avoir précisé certains trucs. Bon, moi, mon intervention d'abord, avant on va prendre les mains levées. D'abord, je vais préciser quelque chose. Toute ineptie ou tout comportement euh, inacceptable, la personne sera éjectée purement et simplement du space. Voilà. Si vous n'avez pas encore assisté à nos spaces, on dénonce tout ce qui est mauvais en Afrique. OK, donc le Maroc n'est pas une exception. Le Maroc n'est pas un pays spécial. S'il fait des bêtises, on va le dénoncer. On n'a rien contre la population marocaine. En tout cas, moi, je n'ai rien contre la population marocaine. Mais si je vois quelque chose en Afrique, j'ai déjà dénoncé les trucs en Côte d'Ivoire, mon propre pays, quand on avait les démêlés contre le Mali. Je dénonce les agissements de certains présidents comme Boari et consorts. Voilà. Donc, si vous venez sur le stage et que je ne vois pas des choses intelligentes et intelligibles à, à consommer, vous serez éjecté parce que je n'ai pas le temps pour les inepties. Merci Tiano d'avoir commencé à développer le débat. Comme je l'ai dit, on va parler d'abord de cette situation financière et après on va développer sur la mort de nos frères africains entre la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Moi, personnellement, j'ai fait le Maroc. J'ai de la famille au Maroc. Voilà, je vais très souvent au Maroc, mais je ne vais pas rentrer dans les détails personnels parce que, bon, voilà. Mais ce que Tiano a dit, c'est vrai, c'est une vérité. Le Maroc détient à peu près de 21% des parts du marché bancaire en Afrique de l'Ouest. J'ai fait ma petite enquête depuis l'affaire Cotadis. Je vais revenir sur l'affaire Cotadis. Je vais parler d'abord de l'affaire Adowa. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert tout récemment. Adowa est une société dans le BTP qui est en Afrique. J'ai épinglé certains liens. Vous pouvez après lire sur qu'est-ce qu'est Adowa. Adowa, pratiquement, a eu des démêlés financiers au Maroc, où eux-mêmes, ils sont presque en faillite. Mais ils ont des succursales dans plein de pays, notamment en Côte d'Ivoire. Ce qu'Adoua fait, pratiquement, ils font des logements luxueux, grand standing, les logements sociaux. En Côte d'Ivoire, ils font des logements luxueux à Abidjan. En Guinée, ils font des logements sociaux. Au Cameroun, ils font d'autres logements. Adoua est une entreprise qui est subventionnée par la banque Atidja Riwafa Bank, qui a ses succursales en Côte d'Ivoire. Et ces deux succursales-là sont la Société ivoirienne de banque, la CIB, et puis la Bank of Africa. Donc, le même système qui se passe au Sénégal, on a un système comme ça en Côte d'Ivoire, où lorsque vous partez, par exemple, j'ai appelé personnellement, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé à Doha en me faisant passer pour quelqu'un qui veut payer une maison, un appartement. Grand standing, 120 millions de francs CFA.
Donc, je dis, bon, voilà, moi, je vais payer l'appartement. On m'a demandé où vous êtes. J'ai dit où je suis, tout ça. Mais j'ai dit, bon, j'ai pas les 120 millions prêts. Elle m'a fait, la dame, l'agent commercial, elle est partie dans l'appartement. Elle m'a montré tout, 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 tout. J'ai bien vu. Elle dit, bon, voilà comment ça se passe. Je dis, bon, moi, je veux chercher un financement par rapport euh, euh, au truc, comment on appelle ça, à l'appartement. Elle dit, il n'y a pas de problème, mais qu'il y a deux banques qui sont prêtes pour le financement. J'ai dit, mais quelle banque? Elle dit, la Société Ivoirienne de Banque et la Bank of Africa. J'ai dit, mais j'ai vu sur votre site que la NCA Bank, Banque Atlantique, Société Générale, BNI, Banque Nationale d'Investissement, sont des compagnies des banques qui peuvent m'aider à financer. Elle dit, non, 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 que oui, il y a ça, mais il y a deux banques qui sont vraiment appropriées pour ça, la Société Ivoirienne de Banque et la Bank of Africa. Mais ça, c'est pas du tout correct parce que ces deux banques-là sont des banques qui sont des banques marocaines qui sont affiliées à la société Adoa. Ça veut dire que si je m'en vais, d'abord ça c'est la concurrence déloyale. C'est parce que vous ne permettez pas aux autres banques, NCA Bank, une banque ivoirienne, le propriétaire c'est Jean Kakou Diabou, Société Générale qui est une banque française, euh, vous ne permettez pas à d'autres banques de pouvoir être sur le, comment on appelle ça, sur les projets de financement des particuliers pour ces appartements-là. Donc, il y a la concurrence déloyale, ça c'est un. De deux, dans mes recherches, je me rends compte que Adoa actuellement a un litige judiciaire contre les propriétaires des terrains qui sont en train de construire et qu'ils ont fini de construire, hein. Notamment dans le quartier de Yopougon, le Kodjiro, où les propriétaires terriens, les villageois, n'ont pas reçu leur argent comme dédommagement pour les banques. Ils ont perdu euh, trois fois euh, en justice en Côte d'Ivoire et ils n'ont pas osé dédommager ces gens-là. Ça, c'est dangereux. C'est à peu près le même cas comme Cotardis. Dans mes recherches, je me rends compte que Adoua aussi a des problèmes financiers euh, au Cameroun. Ils ont des terrains qu'ils n'ont pas payés et qu'ils ont acquis euh, malversement. C'est-à-dire que ces banques-là et ces sociétés sont dans ces pays subsahariens. D'abord, euh, Adoua même a des problèmes financiers au Maroc, où leur DG et leur directeur général a été accusé de malversation. Donc, l'État marocain sait que une compagnie marocaine est pas bien, elle fait la promotion de ces compagnies-là dans les pays subsahariens, et de trois, ces compagnies-là volent les locaux de ces pays-là et ils ne daignent même pas, comment on appelle ça, ils ne daignent même pas exécuter les décisions judiciaires de ces pays-là. C'est-à-dire le mépris et le dédain, c'est dangereux. Moi, je pense que en tant qu'Africain, que vous soyez Marocain, Ivoirien, consort, ce sont des trucs qu'on doit dénoncer. De la même manière que on dénonce les malversations d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, de Patrice Talon au Bénin, de Fort et Yadema, Yassimbe au Togo, de Kagame au Rwanda, il faut avoir la force de le faire. Parce que si on ne le fait pas et que on se dit toujours parce que on dénonce un pays et certains habitants se pensent supérieurs et pensent que dans leur pays est exempt de tout reproche, soyez-en sûrs que on va avoir une campagne acharnée hein, pour faire, pour relever ces faits-là. Voilà, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir un pays qui se dit africain, bon, ça là même, ça c'est quelque chose, voilà, bon, parce qu'en 2000, le Maroc a voulu rentrer dans l'Union européenne. Un pays africain qui a le mépris de ses nations sœurs et veut que non, on le respecte ou on le soutient.
Voilà, c'est mon début. Après, je vais approfondir ce quota 10 parce que aussi j'ai un peu lu certains trucs sur, sur le taux de quota 10. Et voici pour mon taux d'intervention, ma première intervention. Oui, Tiens-nous, Niago, vas-y. oui, merci. Rapidement, en fait, je pense que l'intervenant tout à l'heure a, euh, et puis après, je demande qu'on reste poli. Nous, dans nos spaces, hashtag African Youth, c'est pas des spaces où, voilà, ça part de trucs. Le truc, c'est un débat d'idées, un débat entre Africains et panafricains. Après, qui ne veut pas se considérer dans le cercle, il a tout de droit. Mais nous, on y va dans un débat d'idées et de réflexion, mais aussi d'échange. Ce que je veux dire très rapidement, c'est que le monsieur a confondu quelque chose en disant que si une entreprise, vous savez, les entreprises, c'est là où la plupart de nous font de l'amalgame, font de leur. Je suis désolé. Une entreprise, là où il soit, là où elle travaille, reflète sa société et reflète son État. Ça, vous ne pouvez pas le contredire. C'est pas pour rien que Macron, lorsqu'il se déplace avec des gens du CAC 40. En fait, il faut être intelligent à un moment donné et être cohérent dans ce que vous dites. Une entreprise marocaine qui se déplace du Maroc pour venir travailler au Burkina Faso reflète l'image de l'État marocain, reflète l'image de la société marocaine. Il ne faut pas être dans ces trucs du pays haut. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. L'autre chose, monsieur, allez vous informer de qui est derrière les banques marocaines en Afrique. Oh, c'est Sa Majesté, comme vous l'appelez. Moi, je ne suis pas là pour faire cette langue de bois-là. C'est l'État marocain qui est derrière la plupart des banques marocaines qui siègent en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas une question de businessman ou autre. C'est un État qui a investi dans les banques. Et ça, vous le savez mieux que qui, parce que Mohamed VI lui-même l'a dit, qu'il voudrait s'ouvrir au continent africain, qu'il voudrait s'ouvrir à l'Afrique subsaharienne. Maintenant, lorsqu'on fait allusion à l'Afrique subsaharienne, monsieur, détrompez-vous. On ne parle pas de couleur, mais on parle des pays qui se trouvent au sud du Sahara. C'est tout, en fait. Il Oui, faut. ouais, j'ai oublié ce Mais fait-là, parce que de voilà. Sénégal à Somalie, hein, Non, si on veut en aller fait, dans la topologie, les gens se ressemblent. Hein, ouais. c'est ça, merci. Et puis, j'aimerais même pas trop y bouger parce que l'affaire, c'est de parler des banques et de parler de l'affaire Cotradis. C'est ça c'est des précisions que j'aimerais lui faire. L'autre chose maintenant, pour revenir très rapidement, Nyango l'a bien fait tout à l'heure. Mais c'est par rapport au financement et par rapport aux banques. Parce que lorsque vous dites les malfaçons d'une entreprise n'engagent pas l'État marocain, mais à un moment donné, ça l'engage. Et Nyango vous l'a dit tout à l'heure, parce que lorsque cette entreprise a été gagnée dans tous les cours et dans toutes les instances juridiques reconnues dans ce continent-là, et que derrière, on va au Maroc pour qu'il puisse appliquer les décisions juridiques que son État l'a dit ne pas être capable de les appliquer, tout simplement pour ne pas pousser cette entreprise-là à aller en faillite. Parce que si cette entreprise-là paye, elle ira en faillite. Et puis, on va regarder l'autre entreprise qui se trouve de l'autre côté du Sahara aller en faillite. Et puis, on sait clairement que cette entreprise-là a été arnaquée. Eh bien, mais qui est derrière si ce n'est pas l'État marocain, en fait? C'est l'État marocain qui refuse que cela arrive. Et en quelque sorte, il n'a pas gagné un marché. Il a estorqué des fonds, il a volé de l'argent. C'est ce que cette entreprise-là a fait, habillée et protégée par l'État marocain. Parce que j'en suis sûr, s'ils étaient sûrs que derrière, si cela arrive dans un pays normal et qu'ils allaient rembourser leur argent avec des partenaires très nets, ils allaient le faire, mais ils n'allaient pas se comporter de la sorte. C'est parce qu'ils savent qu'au sein de l'État, ils ont été protégés. Nous, c'est ce qu'on demande. Après, l'autre chose, euh, euh, lorsque vous demandez à ce qu'on soit beaucoup plus exigeant, je ne sais pas, que les États prennent position par rapport à leurs intérêts, à leurs entreprises, eh bien, ils le font. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que nous essayons d'être de plus en plus rigoureux et exigeants dans ce sens-là. Non, Mais mais le l'autre chose, Guinée, bon, pour référence, la Guinée, désolé, a exigé maintenant que les chefs d'entreprise des banques en Guinée soient guinéens. C'est dans ce sens que les banques marocaines qui avaient des directeurs généraux marocains ont été tous dégagés.
Adoua, qui avait un directeur général marocain, a été dégagé. Non, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Oui, mais Nyango, Non, ça va venir. tu sais le pire dans ça, si ça arrive, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'on est en train de faire une exclusion dans AS. Non, Je mais te on jure. est obligé, Tous, on est obligé de faire l'exclusion. Est-ce que je peux intervenir aussi quelques mots? Non, si, Amadou, vous allez intervenir. Oui, tu vas un truc. Ouais. Je vais très rapidement chuter sur ça, mais ça arrive. Mais ce que je veux dire par là, je pense qu'il est aujourd'hui, il est essentiel que le Maroc voit les choses de cette manière-là. Et le monsieur tout à l'heure, il a dit quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement grave en fait. C'est de dire que le Maroc n'est que là pour faire ses intérêts, mais dans l'exploitation de ses voisins, ça c'est scandaleux, c'est catastrophique. Il ne faut pas réfléchir de cette manière-là. Moi, j'aimerais bien que le Sénégal fasse un partenariat gagnant-gagnant avec la Côte d'Ivoire, la Somalie et le Mali. Mais que derrière tout cela, qu'on voit l'angle de partenariat communautaire. Mais quand vous dites que votre pays va s'en foutre des intérêts d'un autre pays dont vous appartenez à la même communauté, au même continent, pour voir rien que vous, votre développement, ça c'est de l'escroquerie. Personne n'a dit ça, Tierno, désolé, mais personne n'a dit ça, tu inventes, frérot, désolé. Non, il l'a dit tout à l'heure. Non, il a dit chaque État. Tu auras ton temps de parole, t'inquiète, vas-y, Tierno, faut finir. Non, mais c'est ce qu'il a dit, là aussi. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et ça, c'est extrêmement grave, en fait. On n'aime pas couper les micros aussi. Ça, c'est extrêmement grave. Il ne faut pas aller vers cet angle de réflexion-là. Et en quelque sorte, ce qu'il a dit, c'est exactement ce qui est sur le terrain. C'est-à-dire, on voit un État qui vient en partenariat, mais qui exploite l'autre dans ce partenariat-là et d'une manière financière. Vas-y, Niago, je pense que du coup... Oui, c'était Amou. Après Amou, ça sera... Et puis Ray, Z3Z, ça ton nom est trop compliqué, frère, mais ça sera à toi après. Vas-y, Amou. Merci. J'ai regardé. Il me semble que j'étais avant. Hein. Oh non, Amou était là, et puis bon, il a sauté du space. Après Amou, c'est toi. Et puis après toi, ça sera Z3Z. Ouais. Vas-y, Amou. Moi, je vais dire, j'ai regardé l'autre jour ce documentaire d'Al-Infoca avec intérêt. Et c'est à la fois, moi je comprends, par exemple, les reproches qui sont tout à fait légitimes qu'on adresse au Maroc de façon globale, que ce soit des dirigeants marocains, que ce soit les acteurs d'entreprises marocains, donc qui sont à l'origine de ce drame, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a eu des pertes en vie humaines, il y a eu des personnes qui sont handicapées finalement pour toute la vie. Mais il finit par... je vais rester exclusivement sur ces reportages d'Alain Foucault, cette chronique, disons. Il finit par poser une question. Est-ce que si c'était dans une situation dans le sens inverse, les gens qui seraient à l'origine de cela dans l'État burkinabé, ou peut-être au Sénégal, ou peut-être en Côte d'Ivoire, qui auraient fait ça à des citoyens marocains, est-ce que ces gens ne seraient pas arrêtés mani militari par nos autorités pour les livrer à la justice, pour avoir commis cette bêtise vis-à-vis éventuellement des citoyens marocains? Donc moi je pense, et je pense que beaucoup le savent aussi, les États font des intérêts. Ce qu'a dit les juges au Maroc, c'est extrêmement ignoble, il faut le dire, c'est insensé, c'est irresponsable, mais ils disent tout simplement ce qui les maintient en vie, c'est de défendre leurs propres intérêts, et c'est là, quitte à faire des victimes ailleurs. C'est tout simplement ce qu'ils font, et ils sont protégés parce qu'il faut savoir que les entreprises qui travaillent au Maroc œuvrent dans le cadre juridique marocain et au-delà transnational, africain et international. Mais de façon hiérarchique, ces entreprises œuvrent dans le cadre juridique marocain. Donc, si elles arrivent à trouver protection malgré les bêtises qu'elles peuvent commettre ici et là, maintenant, là où ces bêtises sont commises, c'est là qu'il faut agir. Ce sont eux qui doivent agir. Je sais que Cotradis a quand même gagné le procès en Côte d'Ivoire, a gagné le procès en dehors de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si la situation arrive à ce niveau-là, moi j'aurais, à la place des autorités burkinabées,
engager le terrain politique. Mais comment ça se fait que une société qui commençait à se développer, cette société de Cotradis, avec mes nationaux qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui sont en train de grandir dans un secteur de transport qui est assez important, se font malmener comme ça par des voyous, parce que ça c'est des voyous, tout simplement, il n'y a pas un autre mot pour le qualifier, des bandes organisées, et que cela se passe comme ça. Mais on ne peut pas obtenir le respect si on ne l'arrache pas. Et sur ce point-là, les voyous font ce qu'ils font, c'est du voyeurisme. Maintenant, il faut que ceux qui ont subi cela le refusent. C'est tout simplement cela. Moi, je pense que le directeur, le chef de Cotradis n'a pas bénéficié suffisamment d'appui politique dans son pays. Tout simplement. Et je pense que le Maroc fera la même chose demain, après-demain, à partir du moment où elle continue tout simplement de pouvoir le faire et de rester tranquille, les entreprises marocaines. C'est tout simplement cela. Il ne faut pas essayer de montrer à quelqu'un, il y a un langage chez moi en Bambara qui dit que Sanoubira Dombara de là, on montre l'or à celui qu'il connaît. En fait, on parle de quelque chose d'intéressant. On s'adresse de façon responsable à quelqu'un qui l'est. C'est tout simplement cela. Parce qu'il faut savoir que Fanny Brossette, lorsqu'elles ont liquidé leur entreprise en Côte d'Ivoire, fermé tout, continuait quand même de fonctionner au Maroc et de faire tourner. L'argent continue à tourner quand même au Maroc. Donc moi je pense que cette affaire-là, au-delà de l'aspect juridique, parce que si la justice rend cette décision au niveau national, au niveau transnational, que cela ne suffit pas, le politique doit prendre la main. Merci. Non, il y avait plusieurs choses déjà que je voulais dire. D'abord, le titre du Space me gêne parce qu'en fait, on parle d'une affaire qui est entre Cotradis et Feigné-Brossette. C'est un sujet qui est circonscrit, c'est un sujet en deux entreprises. Ce que je comprends, moi je connaissais pas le dossier, hein. Je vous ai écouté depuis le début, je le connaissais pas avant de vous entendre. Je connaissais Feigné-Brossette, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entreprise marocaine qui est dans une très mauvaise situation, qui a fait des pertes. Ça fait 4 ans qu'elle fait des pertes. Cette année, elle a fait un tout petit bénéfice de quelques centaines de milliers d'euros. Mais ça reste une petite entreprise. Enfin, il ne faut pas croire que derrière, c'est un grand groupe comme BOA ou des choses comme ça. Donc, déjà, gardons quand même des proportions. On parle d'une petite entreprise qui, certes, a fait des. Ce que je comprends, c'est qu'il y a eu des. Ils ont vendu, ou en tout cas, ils ont vendu des camions qui étaient défectueux, si j'ai bien compris. Ça, pour moi, c'est une responsabilité personnelle des gens qui ont fait ça. D'accord Parce qu'il y a deux choses. Quand il y a un procès lié à une entreprise, il y a deux choses. Il y a l'entreprise en tant qu'entreprise, et celle-ci, si elle a fait des choses, elle doit avoir des sanctions financières, qui en général sont limitées, mais parce qu'on ne peut pas non plus, juste parce qu'il y a des gens d'entreprise qui ont fait des conneries, faire par défaut rentrer Raleigh, sans est-ce que je faillite. peux te poser une question? Non, mais Je vais te poser une question rapide parce que tu dis que tu ne connais pas le dossier. Que penses-tu de la décision de la Cour d'appel du Maroc qui a dit que elle ne peut pas condamner Fanny Brossette parce que ça va contre les intérêts du Maroc? Non, alors ça je ne sais pas si c'est comme ça que ça a été dit. La Cour, en général, elle peut ne pas vouloir se saisir d'un dossier à partir du moment où elle considère qu'elle n'est pas compétente. Donc, je crois. Alors, moi, je ne connais pas le dossier, donc je n'ai pas envie de rentrer dans des conjectures, mais c'est vrai qu'il y a certains procès. Si vous faites un procès dans un autre pays, la justice de l'autre pays peut vous dire attendez, ok, très bien, vous portez plainte, mais nous, on ne peut pas prendre votre dossier parce que ça concerne une entité juridique qui n'est pas en opération dans ce territoire, puisque c'est une filiale. Ce que je comprends, c'est que c'est la filiale de je ne sais plus quel pays qui a commis ces fautes. Et moi, pour moi, c'est des fautes personnelles. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, il faut s'assurer que les gens qui ont fait ça, je parle bien des gens, parce que tout à l'heure, si j'ai bien compris, il y a eu des morts liées à ces agissements. D'abord, c'est les gens qui doivent être condamnés. Il y a peut-être 10 personnes, 20 personnes, je ne sais pas combien, qui étaient complices de cette malfaçon. Et c'est des gens qui doivent être condamnés, en plus de l'entreprise. D'accord ? Donc déjà, il y avait ça que je voulais dire. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, je trouve que le titre est quand même assez choquant parce qu'on est en train de parler d'un dossier qui est entre deux entreprises
même si c'est enfin, ce que je comprends, c'est que c'est une arnaque et qu'il n'y a rien à défendre dans cette situation. Mais malgré tout, partir d'une petite PME qui a arnaqué une autre entreprise africaine et en faire le Maroc et son mépris des subsahariens, je trouve ça quand même assez excessif. Surtout que ça fait 1 heure qu'on parle que de ce conflit. Donc moi, ça me pose problème, déjà, de base, parce que on ne part pas d'un cas particulier. C'est un peu comme si on prenait un cas d'un divorce binational et qu'après on disait, regardez, le mari était de telle nationalité et la femme de telle autre nationalité, et comme le mari s'est mal comporté, bah, tous les gens de la nationalité du mari deviennent des ordures. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu gênant. Vous avez parlé, alors, la personne qui était juste avant, la Morocco Defender, a effectivement parlé des intérêts. Alors, il a à la fois raison et tort, puisque en fait, là, pour le coup, j'ai une position qui est en fait finalement assez intermédiaire entre ce que vous dites et ce que lui dit. Tous les États voient d'abord leur intérêt en premier. C'est quelque chose qui est aucun pays va vous dire ah ben moi, je vais voir l'intérêt de l'autre d'abord avant de voir les miens. Donc chaque pays voit ses intérêts. Là où je pense qu'il s'est mal exprimé, en tout cas, ça ne correspond pas du tout à la vision marocaine des relations entre pays africains, parce que le Maroc est un pays africain comme un autre, ni plus ni moins, c'est d'arrêter de dépendre systématiquement des États-Unis, de l'Union européenne. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle ou pas? Parce que j'entends personne. Oui, quelqu'un Vous parle. m'entendez pas? Vous pouvez descendre et remonter. C'est votre application. C'est pas. Sinon, il y a quelqu'un qui parle. Désolé, Rally, vas-y, fini. Ouais. Ce que je disais, c'est qu'il est fondamental donc, quand il y a. Je suis désolé, quand je suis coupé, ça me fait perdre le fil. Mais ce que je disais, c'est que le Maroc est un pays africain comme les autres. Et le pays s'est effectivement lancé depuis plus de 30 ans dans un partenariat entre lui et tous les pays subsahariens, sachant que à l'époque d'Hassan II, qui était le roi précédent, pour Hassan II, lui, il était intéressé par une seule chose, c'est que c'est serrer la main à Reagan et serrer la main aux pays européens, si vous voulez. Et le résultat, ça a été que le Maroc était en plein déclin. Et la différence, en fait, entre Hassan II et Mohamed VI, c'est que Mohamed VI, lui, dès le début, s'est considéré comme un roi africain. C'est quelqu'un qui passe ses vacances, qui va très souvent au Gabon, qui va très souvent en Afrique, et qui n'est pas nécessairement du tout dans la même approche qu'Hassan II. Maintenant, moi, ce que je veux dénoncer quand même, il y a des choses à dire, c'est que, parce que moi, j'ai une de mes amies qui travaille pour une banque marocaine, enfin, qui a vécu au Sénégal, qui maintenant est en Côte d'Ivoire, et je discute beaucoup avec elle, justement, de la situation des entreprises marocaines en Afrique. Et elle, effectivement, me dit qu'il y a des Marocains qui se comportent extrêmement mal et qui se comportent un peu comme, avec un certain mépris. Donc ça, là-dessus, je vous suis. Et pour moi, c'est quelque chose qui va devoir changer. La bonne nouvelle, c'est que dans les générations plus jeunes, il y a moins ce côté un peu mépris, mais c'est vrai que il y a certains Marocains qui, moi-même, m'agacent et m'insupportent dans la façon de se considérer quand ils sont en Afrique subsaharienne. Comme si, vous voyez, quand on est en Afrique subsaharienne, on est un peu on a un comportement un peu hautain. Par contre, quand on est en Europe, là, tout de suite, on s'écrase et on dit rien. Ça me gêne beaucoup parce que derrière, ça traduit énormément de complexes et de choses comme ça. Moi, je veux qu'on passe à une autre relation qui est complètement décomplexée et qui, demain, doit être en fait égal à égal. C'est-à-dire que demain, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des entreprises ivoiriennes, sénégalaises, etc., qui soient à Casablanca avec des succursales au Maroc et qu'ils aillent faire travailler des gens qui soient marocains ou africains, etc., enfin, de toute l'Afrique, parce qu'il n'y a pas de. Rally, je peux te poser rapidement une question. Oui. Comment vous pouvez faire un partenariat bilatéral d'égal à égal sans considérer la juridiction d'ensemble et de l'autre? C'est la question que je vais vous poser. Non, mais là on parle encore une fois d'une affaire entre deux entreprises. Non, je parle même pas et le fait de considérer une juridiction. Non, je parle pas de je parle plus de cette affaire. Je dis, si le Maroc veut faire du partenariat d'égal à égal avec les autres pays de l'Afrique, nous sommes régis par des chartes en fait continentales. Comment ce pays-là voudrait le faire sans pour autant reconnaître ces chartes juridiques continentales? Mais je ne sais pas de quelle charte vous parlez, parce que chaque État a son arsenal. Ok, vas-y, continue. Après, je vais dire. Ok. Non, mais je suis intéressé. Enfin, c'est vraiment une question très ouverte. Non, ce que je voulais dire, c'est est-ce que tu es au courant, par exemple, que le Maroc s'est
l'unique pays qui n'a pas ratifié les chartes de l'Union africaine. C'est de ça Oui, que... le Maroc a rejoint l'Union africaine que depuis il me semble que c'est 2 ans ou 3 ans. Pendant 30 ans, enfin, il faut quand même pas oublier une chose, d'ailleurs, c'est peut-être la chose qu'on n'a pas citée, c'est que le Maroc a quand même subi une guerre, d'accord, avec, vous savez très bien, tout le monde, enfin, vous n'en avez pas parlé d'ailleurs, je suis étonné, mais avec les affaires du Polisario, et a quitté en fait l'Union africaine pendant 30 ans ou 40 ans, enfin je sais plus, je crois que c'est 80, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est quoi, 82 à 2018 ou 17, enfin je sais plus, a quitté donc pendant, allez, 30 ou 40, enfin une trentaine d'années ou 30-35 ans l'Union africaine, et n'a rejoint l'Union africaine que depuis très peu de temps. Et parce que le Maroc ne veut plus faire une politique de la chaise vide. Il veut avoir une relation beaucoup plus proche avec les pays africains qu'il avait quittés parce que l'Union africaine avait accepté l'admission du Polisario à l'époque. Ok, Raleigh, bon, comme tu dis, tu connais, parce que il y a Moi, je il y a connais deux juste trucs Feigné qui ont été, Bresset. Hein. Je vous dis que c'est une petite. Franchement, voilà, c'est une boîte qui fait que des non, pertes. Donc, non, ne quelle croyez que pas que soit c'est la une boîte taille, qui marche bien. Hein. C'est pas le VMH. ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu te rendes compte de quelque chose. Fanny Brossette, hein, la décision qui a été prise par la Cour de cassation en Côte d'Ivoire, et que lorsque Fanny Brossette a déclaré faillite en Côte d'Ivoire et a fui pour aller au Maroc, les avocats de Cotradis ont réclamé que la décision soit exécutée au Maroc, hein, parce que voilà, la compagnie doit de l'argent. Cette décision-là n'a pas la cour, comment on appelle ça, la cour marocaine, hein, c'était en juin 2018, a refusé d'appliquer. J'ai la décision ici devant moi. Attends, merde, j'ai perdu la page. Attends, la demande d'arbitrage pour déposer adressé. Attends, ne quitte pas. Tiens, vas-y, il faut parler. Je vais retrouver exactement Non, parce mais il que y a aucun. c'est beaucoup de trucs. Moi, je vous crois. Enfin, je vous Non, crois. non, Vous je vais Voilà, donner. connaissez le dossier bien mieux que moi. voilà, Mais la décision, qui est une décision, où la Cour a dit qu'elle ne peut pas exécuter la décision d'Abidjan sous prétexte qu'elle va créer comment on appelle ça, une jurisprudence. elle va créer des troubles à Une l'état public. jurisprudence. Ouais, voilà, une jurisprudence. Mais ça, Oui, c'est mais pas du tout normal. alors, Non, non, le truc. attends, je vais finir, je t'ai écouté. Tu vois, ce n'est pas en deux entreprises. C'est comme si tu me dis JP Morgan Chase, qui est une entreprise américaine de banque, fait des bêtises en Angleterre. Ça reflète les États-Unis parce que JP Morgan Chase est une entreprise américaine. Lorsque Société Générale fait des bêtises en Afrique, on est tous en train de critiquer la France parce que Société Générale est là pour faire pour les intérêts français et paie les impôts en France. Donc, c'est un peu pour moi difficile de dire que de la part d'un frère qui me dit que non, Fanny Brossel, qui a été protégée par la cour, par la justice marocaine, n'est absolument rien. Non, tu ne vas pas me dire ça quand même. C'est pas du Oui, tout mais normal. il y a des. Ce que je comprends, c'est que la filiale, je ne sais plus si c'était ivoirienne ou je ne sais plus de quel pays, parce que je ne connais pas bien le dossier, mais je comprends qu'il y avait une filiale ivoirienne, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Elle a quand même, enfin, un certain nombre d'actifs ont été récupérés. Il y a un certain nombre de Par choses qui ont force. été Et ces collectées. actifs-là n'ont pas été payés à Cotradis parce que Oui, mais les actifs ça représente étaient combien? Ça représente combien, ça? les actifs, c'était de 400 millions. Eh ben, c'est énorme. Et Fanny Brossette doit 1 milliard 200 millions de francs CFA à Cotradis. Et ces actifs-là n'ont même pas été plus récupérés parce que la justice ivoirienne a demandé aux banques marocaines en Côte d'Ivoire de bloquer ces actifs-là. Oui, C'est qu'elles ont normal. bloqué. On Qu'elles ont peut pas, bloqué ces pas. actifs, Non, mais qu'elles ont ça, bloqué c'est normal. voilà, qu'elles ont bloqué ces actifs-là, ils n'ont pas restitué de l'argent à Cotradis. Et pire encore, lorsque le fonds d'investissement de l'Union africaine a demandé aux banques marocaines de financer Cotradis, parce que Cotradis était presque en faillite,
ils n'ont pas exécuté en plus la décision du Fonds d'investissement de l'Union africaine. Ça Oui, veut mais dire que c'est ça, un mépris. non, mais vous ne pouvez pas imposer. Vous le Vous pouvez voulez pas, ou pas? Oui, mais vous ne pouvez pas imposer à des Non, mais rallye, entreprises un financement. là, Là, on est non, en train non, de parler de rallye. plein de Il choses fait qui sont du fake si différentes. tu ne comprends Non, pas. non, 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 rallye. Faut Là, en arrêter fait, ça. non, Voilà, mais faut je arrêter ça. On va comprends. passer à autre personne. Non, mais oui, en fait, lui, il n'est plus objectif, c'est-à-dire, vous Il est plus bénéficiez objectif, des c'est fonds. fini ça. Il veut nous prendre pour un fou, en fait. Oui, Mais oui. il n'y a En pas de fait, problème. On va après, passer à autre ça chose. dit, très rapidement, et puis je vais passer. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous bénéficiez des fonds qui sont des fonds issus d'une organisation continentale et que derrière, vous ne reconnaissez rien sur le plan juridique de ce continent-là, parce que les banques marocaines-là sont issues de ces règles-là continentales, parce elles ont reçu 800 millions de francs CFA issus de ces banques-là, en fait, qui est d'une structure continentale. Et après, ces banques-là refusent de se conformer à la juridiction continentale. Donc, il faut arrêter quand même. Donc, on va passer à Amine. Amine, vas-y. Ouais, moi je voulais intervenir vite fait. En vrai, la personne, Rally, là, qui a parlé juste avant moi, il avait bien détaillé ce que je voulais dire. Il a même parlé mieux que moi. Mais je voulais aussi dire que le Maroc, il n'est pas en conflit ou il ne méprise pas les subsahariens, c'est faux. Au contraire, le Sénégal, c'est l'allié privilégié du Maroc. Après, il y a des pays subsahariens avec qui on est en conflit aussi, hein, l'Afrique du Sud qui soutient le Polisario, on pourra forcément pas être en accord avec eux, parce que les Polisario, c'est des terroristes qui menacent notre intégrité territoriale. Mais le Sénégal, où il y a plein de pays d'Afrique subsaharienne où en fait, on a besoin d'eux même. Donc, je comprends pas le débat. Cher Guibérine qui veut Oui. prendre la parole. Ouais, vas-y, Guy veut prendre la parole. Hein. Si il veut, il n'y a pas de souci. Oui, bonsoir à tout le monde. Je vois que les esprits sont déjà en train de s'échauffer. Cette affaire dure depuis 6 ans et je pense que les documents sont disponibles en ligne pour les uns et les autres. Le Maroc est entré dans une grande politique après sa désillusion en 1984 qu'elles ont voulu entrer dans l'Union européenne, ça n'a pas marché. Bon, le Maroc veut coopérer avec les Africains. Et l'Afrique a tendu le Maroc, l'Afrique se tend la main pour coopérer ensemble. Et chaque entreprise, les citoyens des pays, les citoyens marocains, comme les citoyens des autres pays africains, sont garants de l'image de leur pays dans leur pratique. Et ce qui se passe, le truc, c'est qu'on a une affaire entre une entreprise du Burkina avec une entreprise marocaine qui a une filiale en Côte d'Ivoire. Et les dirigeants de l'entreprise, de la filiale marocaine, ont été convoqués par la justice du Burkina. Ils ne se sont jamais présentés. Donc finalement, l'affaire s'est jugée en Côte d'Ivoire et il y a eu la décision de justice en faveur de l'entreprise burkinabé Cotradis. Les fonds ont été saisis en Côte d'Ivoire dans 2 banques, parmi lesquelles une banque marocaine. Les fonds de la banque marocaine ont été bloqués par le Maroc, ont été bloqués par cette banque-là qui refuse de les libérer. Les fonds qui ont été bloqués au niveau de la Côte d'Ivoire. Et l'entreprise burkinabé a demandé juste l'exéquatur de cette décision au Maroc, tout simplement. Et la loi marocaine n'a pas été à la hauteur de la bonne volonté que le roi montre dans sa coopération vers les pays africains. C'est ça qu'on dénonce. On n'est pas en train d'attaquer le gouvernement marocain. On dénonce le fait que entre ce que la diplomatie et la volonté que le roi manifeste et ce que la justice marocaine et les entreprises marocaines sont en train de démontrer, il y a un déphasage. Et on est là pour discuter afin d'assainir. Sachez que les politiques qui ont des fonctions officielles ne peuvent pas s'exprimer librement comme nous, parce que leur parole a un grand impact. Et la diplomatie se fait dans le silence. Je ne pense pas que l'État burkinabé va venir commencer à tirer, parce qu'il y a d'autres enjeux
Il y a d'autres choses qui sont mises, il y a plein d'autres partenariats qui sont mis entre les deux pays. Ils ne vont pas se mettre à se tirailler, entrer en guerre pour un différent. Il y a la diplomatie, la relance. La justice marocaine ne se montre pas à la hauteur des ambitions de sa diplomatie et de son roi dans sa volonté de coopérer tout simplement. Et nous devons dénoncer ce genre de pratique tout simplement, que nous soyons marocains, que nous soyons subsahariens, ou que nous soyons d'ailleurs, parce que nous n'acceptons pas ces mêmes pratiques des autres pays, des pays occidentaux. Dans les rapports économiques, il y a toujours le rapport de force, on le sait très bien. On le sait très bien. Si c'est l'entreprise qui avait été floutée, était américaine, le Maroc n'aurait plus jamais, la justice marocaine n'aurait jamais pu prendre une telle décision. C'est que le trésor américain aurait frappé tellement durement que le Maroc devait pleurer pendant plus d'un millénaire. C'est juste parce qu'ils savent que là où c'est là, ils sont en position de force par rapport qu'ils sont plus forts que l'État burkinabé, ils sont plus forts que l'État ivoirien. Et ils refusent d'exécuter, ils refusent de rendre le droit. Bon, c'est vraiment dommage. Si des gens vont venir pour tirer la couverture, pour protéger le Maroc, on n'est pas là pour fléchir, on n'est pas là pour tirer sur le Maroc, mais on se plaint que dans la coopération que les Africains sont en train de mettre en place, et dans les coopérations interétatiques, il ne faut pas qu'on reproduise les schémas qu'on a reprochés à tous ceux qui nous ont colonisé et exploité pendant longtemps. Et je vais m'arrêter là. Si on choisit de le reproduire, ça veut dire que on choisit juste de continuer à être extraverti. Parce que si l'Afrique est lente dans son développement, c'est que toutes nos économies sont extraverties. On échange plus avec l'extérieur qu'entre nous. Et si on veut dynamiser les échanges entre nous, il faut qu'on assainisse les rapports entre les différents partenaires. On a déjà subi ça avec les livraisons des chasse-neige, qu'on nous a livré les chasse-neige. On a déjà subi ça avec la livraison des chantiers, des éléphants blancs qu'on nous a livrés. Vraiment, on n'en peut plus. Si on commence entre nous à se rapiner et à se taper dessus, ce n'est pas normal, puisqu'il y a une affaire pareille entre l'Éthiopie et des hommes d'affaires camerounais, où de l'argent a été saisi entre les mains d'un homme d'affaires, de l'argent qui avait été déclaré plus d'1 milliard aussi, et l'Éthiopie refuse de rembourser cet argent, tout simplement. Et comment est-ce qu'on va avancer si on reproduit ces mêmes schémas-là? On ne tape pas sur le Maroc. On n'est pas là pour lapider le Maroc. On dit juste que la justice marocaine, et je tiens à demander à chaque Marocain d'aller regarder la décision de leur justice. Ils partent regarder le grand plan de coopération qu'a mis en place leur roi et leur diplomatie en marche. Et ils viennent me dire si ça a été, cette décision-là est à la hauteur. Vu qu'il y a eu mort d'hommes, à cause de cette entreprise marocaine-là, il y a eu mort d'hommes, il y a des gens blessés, il y a des grosses pertes pour une entreprise et une grosse perte pour l'État burkinabé qui a un manque à gagner dans les impôts sur les revenus de ces gens qui ont été licenciés. Il y a des dommages à tous les niveaux. Il y a des morts. Des gens parlent si légèrement. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Pourquoi? Parce qu'une entreprise a choisi de modifier frauduleusement des camions et les a refourgués, pensant que les autres ne vont jamais s'en rendre compte. Et ça a créé des morts. Je vais m'arrêter là. Il y a des défenseurs qui vont venir pour défendre, mais je demande, allez consulter les documents et venez pour qu'on discute sur la base des documents. Si vous allez accepter que les mêmes entreprises marocaines subissent ça ailleurs dans d'autres pays, non, on sera d'accord. Non, on sera d'accord. Si vous allez accepter que les entrepreneurs marocains subissent ces injustices dans d'autres pays africains, non, on sera totalement d'accord. Et on verra où on va aller. On parle de coopération interafricaine, d'échanges, de dynamiser les échanges. Mais comment va-t-on les faire avec ce genre de mentalité, avec ce genre de procédé? Nous devons tous dénoncer cela et pousser nos États
puisque là, je sais que l'affaire doit être portée au niveau du roi. Notre temps n'est pas le temps du roi, mais la justice marocaine je sais qu'elle a peur de se prononcer parce qu'elle va provoquer un précédent, parce qu'il y a d'autres affaires qui sont là, qui sont en souffrance. Elle a peur de créer ce précédent-là, de créer la jurisprudence. On a peur de cette jurisprudence, mais il faut cette jurisprudence pour empêcher des malfrats de salir l'image du Maroc. Oui, il faut cela pour empêcher ces malfrats de salir l'image du Maroc. Tout simplement. Je m'arrête là. Merci, Guibérine. Après, ça sera chèque. Mais juste pour compléter, hein, dans le fond même, là, pourquoi le Maroc, l'État marocain, la justice marocaine et l'État marocain guillemets, est cette aisance-là, par exemple, à ne pas appliquer les décisions judiciaires ivoiriennes. Bon, ça, c'est un truc purement politique, mais il y a une collaboration malsaine, si on veut dire, entre les dirigeants ivoiriens et les dirigeants marocains. Et, voilà, moi, je ne suis pas de ceux qui encensent ces dirigeants parce qu'il faut encenser. Voilà, et ça, peut-être, je vais faire un space un jour sur cette relation malsaine là, entre les dirigeants ivoiriens et les dirigeants marocains. Et cela pénalise le bas peuple. Et merci Guibérin de l'avoir dit. Si vous voulez une collaboration saine, il faut dénoncer les trucs sainement. On n'est pas là pour encenser les peuples, même s'ils font des bêtises. Voilà, si vous n'êtes pas capable de le faire et que non, vous voulez monter seulement pour les insultes, vraiment, ça serait un peu compliqué. Phase d'échec. Ah non, je vais répondre. Je n'ai jamais dit que le Maroc n'était pas en Afrique, moi. J'ai dit qu'il a quitté l'Union africaine. Mon micro est bloqué. Avocat, Alors, vas-y. oui, Avocat, oui, vas-y. oui. Voilà. Bon, merci, bonsoir à tous. D'abord, à titre liminaire, avant d'entrer dans le sujet que l'on a abordé depuis tout à l'heure. Alors, ce qui a été dit tout à l'heure, je trouve ça particulièrement choquant de dire que le Maroc envoie de la nourriture pour que l'on puisse tout simplement manger. Alors, madame, je vais vous dire une chose de manière très claire, c'est que moi, je suis un républicain et je suis fidèle au siècle des Lumières, je suis un esprit libre. Je n'ai pas prêté allégeance à un roi, je ne suis sujet de personne. Donc, si je veux critiquer un chef d'État, qu'il soit dans une république ou dans une monarchie, que ce soit un roi, je le fais. Peu importe, et ce n'est pas à vous de venir nous dire ici ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on doit critiquer, ce qu'on ne doit pas critiquer. Donc, c'est le premier point, et je redis que pour moi, le titre, le Maroc et son mépris pour les subsahariens, est un titre juste, les mots sont pesés, et moi, j'aurais mis même à la place du mépris, j'aurais mis son hypocrisie. Je m'explique, et c'est là où j'entre dans le vif du sujet. Pourquoi je parle d'hypocrisie? Depuis tout à l'heure, on parle de deux sociétés. Il y a un intervenant qui a dit tout à l'heure, on parle de petites sociétés qui ne représentent pas grand-chose, mais ce n'est pas le sujet. Derrière cela, il y a à la fois une question juridique et une question diplomatique. Quelle est la question juridique? La question juridique, c'est celle de l'exécution d'une décision de justice. Une décision de justice a été rendue dans un contentieux entre deux sociétés. La société condamnée s'exile dans son pays d'origine. Et il se pose donc la question de savoir si l'État d'accueil peut faire exécuter la décision de condamnation qui a été prise à l'étranger. Alors, pour faire une petite comparaison, en droit pénal, ça s'appelle des accords d'extradition. Lorsque je vais au Sénégal, je commets un crime ou une infraction, parce que le Sénégal a des accords et de coopération et de partenariat avec l'État dans lequel je suis allé me cacher, alors cet État, non pas pour des raisons d'obligation juridique, parce qu'on a évoqué tout à l'heure la question de la souveraineté. Bien évidemment que les États sont souverains. Je peux commettre un crime au Sénégal, aller me réfugier au Congo, et l'État congolais décide souverainement de me protéger. Soit c'est une chose qui est vraie sur la scène internationale, et il y a des questions de souveraineté. Qu'est-ce qui éclipse les questions de souveraineté? C'est là où je parlais de la question juridique et de la question diplomatique. Ce qui éclipse la question de souveraineté, c'est bien la diplomatie, les relations de courtoisie entre États. Premier point, lorsque une juridiction marocaine refuse de faire exécuter une décision de condamnation qui a été rendue dans un État étranger, qui de surcroît est un État africain, sur le plan juridique, ça renvoie un premier message. Le premier message, c'est comme ce qui a été dit depuis le début du space. Ça signifie qu'on ne va pas exécuter
les décisions rendues à l'étranger, on envoie un message aux autres entreprises. Vous pouvez faire ce que vous voulez à l'étranger, venir au Maroc, on va vous protéger. Premier point. Deuxième point, on peut se dire, la justice marocaine n'a pas à faire de la politique, n'a pas intervenu dans ces choses. Mais c'est là où également le bas blesse, parce que tous les États, quasiment tous les États au monde, et surtout dans les États africains, lorsqu'on dit qu'on veut intégrer une organisation comme l'Union africaine et qu'on veut faire du partenariat, madame, ce partenariat passe aussi par une coopération en matière judiciaire. La coopération en matière judiciaire, c'est quoi? Lorsque vous commettez une infraction dans un État sur le territoire africain, ou que vous alliez sur ce territoire africain, cet État doit faire exécuter cette décision de justice. Exception faite des mobiles politiques. On connaît tous le principe de non-extradition pour mobiles politiques. Là, on est dans un cas de délinquance avérée et on peut aller se réfugier de manière sereine et tranquille dans un autre État qui se dit un État frère, qui se dit un État, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un État qui aide l'Afrique. Et c'est là où je dis, si vous aidez l'Afrique, c'est une aide très hypocrite. Et c'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est que le Maroc est peut-être un partenaire, mais c'est un partenaire perfide. Il n'y a pas de confiance. Ce n'est pas un partenaire auquel on peut se fier. Ce n'est pas aujourd'hui que ça se sait depuis des années. Le Maroc n'a pas un partenaire fiable sur la scène africaine. Et tant que les dirigeants africains ne comprendront pas que tout va bien avec le Maroc quand ça se passe bien, le jour qu'il y a un problème, on ne peut pas être sûr de leur fiabilité, on sera toujours face à ce genre de situation. Voilà rapidement ce que je voulais dire. Et vous avez, Nyango, tu as dit tout à l'heure que il faut critiquer quand c'est critiquable. Alors, on a critiqué les États, on a critiqué les gouvernements marocains, les hommes politiques africains. Pour finir, je vais dire un petit mot sur l'organisation du Space. Ce serait peut-être bien à l'avenir qu'on régule un peu le temps de parole de chacun pour que tout le monde puisse prendre un intervalle et réguler la parole. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, avocat. Oui, bon, il faut que nous on fasse un parallélisme entre le Maroc et le Rwanda. Qui est plus traité entre les deux? Je sais que ces jeux, ils vont me tuer, mais bon, ça fait. On va passer à Moussa, à Mousse. Oui, mais souffrez d'écouter parce que tous les pays sont critiquables et sont critiqués dans ce space. Avocat, merci. On va essayer de revoir ça. Mais Mousse, vas-y. Merci Wolverine, désolé pour l'attente, on va passer à Ahmed, après à Shafadine, et puis on va Bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien du coup? Ouais, vas-y. Ok. Je vais déjà prendre sur la forme. Bon, je suis obligé, ça fait très longtemps que j'attends. J'aurais bien voulu dire ça dès le début. Le Maroc et son mépris des subsahariens, effectivement, moi je trouve que le titre n'est absolument pas approprié puisque depuis le début on s'est basé sur une affaire entre deux entreprises, que vous vouliez ou non, ça a été le cas. Ensuite, bon, on peut parler Moi, je ne connais pas l'affaire, je l'ai appris avec vous et en même temps, je fais mes recherches à côté pour approfondir mes connaissances sur ça. Et s'il y a culpabilité de l'entreprise, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est qu'on base un titre mépris du Maroc des subsahariens. C'est comme si cette affaire était la seule entente entre le Maroc et par exemple le Sénégal et qu'on omettait toutes les autres ententes commerciales, économiques et géopolitiques entre les différents pays africains. Et quand je dis pays africains, j'intègre les pays du Maghreb au sens large. Parce que c'est ça en fait qui en découlé de cette discussion, au-delà qu'il n'y a pas eu réellement de contradiction, c'est que j'ai vu planer encore l'ombre des Occidentaux. Parce que quand ils sont partis, ils ont laissé une Afrique démantelée, ils ont laissé des frontières démantelées, et pire que ça, ils ont laissé des relations démantelées. Et on est encore dans cette mentalité-là de coloniser, c'est que tout le monde a parlé à son nom et surtout a parlé en tant qu'ethnie, en tant que noir ou en tant que subsaharien, comme parfois des Marocains vont parler en tant que Maghrébins et pas en tant qu'Africains, ou des Algériens en tant qu'Algériens et pas en tant que... Bref, on peut aller très loin. Mais c'est ça qui en découle de votre conversation, c'est qu'on est encore, j'ai envie de dire, lobotomisé par l'esprit occidental, en tout cas de coloniser, où les ententes se font encore d'une manière
régionale, d'une manière ethnique, et c'est ce que l'Occident attend de nous jusqu'à aujourd'hui, parce que cette division-là, c'est ce qui a ralenti énormément l'Afrique. Donc, isoler et parler de mépris de la part du Maroc sur la base d'une affaire, et moi, pendant que vous parliez, je suis parti un petit peu regarder les autres ententes économiques, stratégiques, géopolitiques, et il y en a des tas, il y en a des tas, en 2-3 clics, vous en trouverez. Donc, comment cette affaire-là, où effectivement, ça peut être grave ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Mais comment cette affaire-là mérite qu'on mette un titre qui, pour le coup, c'est le titre qui est méprisant envers le Maroc et les Marocains, parce que on a parlé aussi des Marocains au sens large, etc. Donc, moi, voilà, c'est surtout ça qui m'a dérangé, c'est que le titre n'est pas mérité par rapport à ce qui a été dit, aux arguments qui ont été avancés. Et puis, il y a cet esprit encore de coloniser, mais de part et d'autre. Hein. Je parle, encore une fois, je parle au sens large de l'Afrique, où on est encore très divisé, et ça, c'est tant mieux pour l'Occident. Merci. Merci Ahmed. Wow. Je disais que il faudrait éviter des fois qu'on en arrive à un certain niveau. Et cela devrait venir parce que c'est là où moi j'étais surpris. Parce que pour moi, quand même, cette société-là, marocaine, allait être beaucoup plus susceptible à réfléchir et à adopter un sentiment beaucoup plus ouvert avec le continent par rapport à ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai entendu dans ce space-là. Et c'est extrêmement grave de faire croire aux gens qu'on est là que pour faire business et qu'après ce business-là, on s'en fout de tout ce qui reste et que derrière, ce qui nous intéresse, c'est nos intérêts. Le reste, on s'en fout. Ça, c'est extrêmement grave. Là où ça va arriver derrière, c'est une société qui en arrivera à avoir un sentiment entre une autre société jusqu'à ne plus vouloir travailler avec eux. Et c'est sur ça qu'on alerte. Il ne faut pas voir l'angle. C'est pourquoi j'ai dit il faut être optimiste et ne pas voir les choses d'une analyse raciste ou de race ou de quel qu'en soit. Non, c'est pas cela. Là où on alerte, nous, c'est beaucoup de choses qui se sont faites et de manière successive. En tout cas, c'est matériel. C'est quelque chose de matériel qui est là. Des preuves qui ont été faites. L'affaire Cotradis, et tout à l'heure, Nyango a bien dit cela. Tout ce qu'ils disent, non, pourquoi vous prenez... On a parlé dans tous les états. Ça, je ne vais pas revenir. Nous, on parle dans tous les cas. Et même semaine-là, dans cette semaine, on va parler du Burkina Faso. On parle on parle de tous les états. L'affaire Cotradis a été un élément qui a révélé beaucoup de choses et qui a poussé des gens au bout de la réaction. Pour interpeller l'État marocain. Interpeller, c'est pas sa majesté marocaine, à être cohérent dans leur politique d'intégration. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous respectez une société, que vous respectez un continent et que vous voulez intégrer ce continent-là, mais tout en acceptant chez vous, en fait, des arnaqueurs, des voleurs, des criminels qui ont volé des gens avec qui vous voulez faire partenariat. Ça, c'est impossible. Quel sentiment ça va faire vivre de là-bas? Est-ce que derrière, est-ce qu'ils sont en train de calculer, de par ces 700... Vous savez, je vous dis au Sénégal, il y a un sentiment qui est en train de naître contre les Chinois. Et pourtant, c'est des entreprises chinoises qui sont en train de faire naître cela. Comment? C'est dans l'exploitation des ouvriers, de la manière dont ils leur payent et de la manière dont ils leur traitent. Et cela est en train de faire naître mépris dans les entreprises chinoises et en train même d'être dénoncé de plus en plus dans les médias. Et pourtant, la société chinoise ou bien l'État chinois qui s'est basé, non mais je m'en fous, c'est une entreprise chinoise qui est allée faire de l'affaire. Non, c'est pourquoi je vous ai dit, soyons objectifs. L'entreprise, quelle qu'en soit son activité, quel qu'en soit le secteur d'activité, représente ou en quelque sorte est un démembrement de sa société et de l'État. Ça, c'est extrêmement important parce que, en quelque sorte, ils reflètent leur pays, ils reflètent l'État. Donc, il ne faut pas minimiser l'impact qu'ils ont par rapport à la société. Et je pense que c'est assez flagrant d'accueillir et d'héberger un malfaiteur et après dire
qu'il n'y a pas une considération juridique par rapport à un autre. Nous, c'est dans ce sens-là qu'on interpelle en quelque sorte la société marocaine. Pour que cette société-là puisse se dire derrière, il faudrait avoir un tout autre comportement, une toute autre politique, avant que ça n'arrive, ce qui est arrivé peut-être à la France ou à l'Occident. Un sentiment qui se dira être anti-marocain, alors que ce continent-là n'en a pas besoin. Maintenant, si certains en voudront aller jusqu'au bout, après, ça dépendra de leur politique. Et après, quelles qu'en soient les circonstances, vous tenez quelque chose en compte. Moi, c'est ce que je dis. En fait, on va vers une société, et je termine par là, une population, une société africaine, même bon, beaucoup. Ok, je ne veux pas entrer dans les trucs de race. On va vers une société africaine qui est de plus en plus tenace avec ses origines, de plus en plus tenace avec ce qui l'appartient et avec ses propriétés. Et à un moment donné, c'est-à-dire, soit très tôt, comme on est en train d'interpeller, que les gens changent dès maintenant. Ou à un moment donné, il y aura rupture brutale et cassure. Et après, on saura qui est le grand perdant, parce qu'il y a des termes qui ont été tenus ici. En quelque sorte, si on se dit que la société marocaine réfléchit de cette manière-là, je suis désolé, mais ça, c'est de l'exclusionnisme communautaire en quelque sorte. Et ça, c'est des notes extrêmement négatives. Maintenant, je suis d'avis que, parce que l'histoire, c'est bien de la connaître, et comme le dit très souvent Alain Foucault, un peuple sans histoire, c'est comme un homme sans âme. J'oublie voilà, son proverbe-là. Il faudrait connaître l'histoire. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment faire de bonnes bases du présent qui peuvent aboutir à un futur meilleur. Et pour cela, il faudrait que les politiques ainsi que la société marocaine y travaillent, parce que ce qui se passe là ne peut pas continuer. Quelles que soient les circonstances, ça va changer. Maintenant, mieux vaut que ça change dans un cadre de coopération d'égal à égal, des gens qui se respectent, qui se considèrent et qui se voient tout autant de la même manière que l'autre.